Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de Business Challenge. Pour ce numéro de Business Challenge, je rencontre tout de suite à la maison de l'entreprise des jeunes porteurs de projets qui viennent d'être lauréats du concours organisé par le centre incubateur CIPMEN, Oser l'Afrique, avec l'accompagnement de Oxfam. Ce concours a réuni des jeunes qui ont présenté des projets sur l'entrepreneuriat dans le domaine du développement durable. Alors, je vais à la rencontre de ces jeunes pour d'abord échanger avec eux sur leurs projets, mais sur leur parcours personnel en tant qu'entrepreneur. Je échangerai aussi dans le cadre de cette émission avec leurs encadreurs pour pouvoir savoir comment est-ce que ces gens sont accompagnés pour qu'ils puissent concrétiser leurs projets, passer du projet à l'entreprise de manière véritable. En tout cas, vous allez voir, ce sont des jeunes très dynamiques qui rêvent d'être un jour entrepreneurs et peut-être aussi vous qui nous regardez ce soir, vous êtes des milliers à porter ces rêves. Alors restez avec nous pour voir comment le rêve d'entrepreneur est en train d'être façonné dans notre pays, avec notamment sa jeunesse, la jeunesse nigérienne qui de plus en plus aujourd'hui rêve d'être une jeunesse entreprenante et une jeunesse d'entrepreneurs. À tout de suite. Avant d'entrer dans le vif du sujet de cette émission, nous vous proposons d'abord la rubrique événements économiques de Business Challenge. Décembre 2014, rencontre entre le président de la République et les acteurs économiques. Les échanges ont porté sur l'amélioration du climat des affaires au Niger. Janvier 2015, les acteurs économiques à la présidence de la République pour présenter leurs vœux de nouvel an au chef de l'État. Le vendredi 9 janvier 2015, le président de la République Mahamadou Issoufou a reçu au palais de la présidence les acteurs économiques du Niger pour la cérémonie de présentation de vœux de nouvel an. Selon des sources bien informées, déjà quelques semaines auparavant, durant le mois de décembre 2014, deux importantes rencontres ont eu lieu à la présidence de la République entre le chef de l'État et les acteurs économiques conduits par la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger. Ces rencontres ont eu pour objectif, entre autres, l'analyse de la situation du Niger en matière de climat des affaires et le suivi de la mise en œuvre du plan d'action pour l'amélioration des indicateurs Doing Business au Niger. Espérons que l'intérêt qu'affiche de plus en plus le président de la République pour les questions économiques fera du développement du secteur privé une vraie priorité pour l'ensemble des décideurs dans notre pays et donnera un coup d'accélérateur pour la concrétisation des réformes nécessaires à l'amélioration du climat des affaires au Niger. Car jusqu'à présent, le climat des affaires est toujours très difficile au Niger et notre pays continue de traîner les pas et dégringoler dans le classement Doing Business. Comme c'est le cas pour le classement 2015, où le Niger a perdu 3 points, passant de la 165e à la 168e position sur 187 pays classés. C'est l'un de nos premiers numéros de l'année 2015 et pour ce numéro, je suis très content de recevoir pour le plateau de Business Challenge des jeunes entrepreneurs, des jeunes porteurs de projets qui sont lauréats d'un concours qui a été organisé il y a quelques semaines par le centre incubateur et d'autres partenaires du centre incubateur comme Oxfam et Oser l'Afrique. Alors, ce concours était lancé dans le cadre de stimuler l'entrepreneuriat dans le domaine du développement durable. Je vais vous présenter mes invités. Le plateau est bien fait, 2 hommes, 2 femmes. Tout ce qu'on peut espérer en matière de représentativité homme-femme. Je pense que c'est assez bien de voir qu'il peut y avoir autant de jeunes entrepreneurs femmes que d'hommes que de femmes dans un domaine. Alors j'ouvre cette émission en vous présentant notre première invitée, Hadiza Hashimou. Hadiza Hashimou qui a présenté un projet de jus naturel et un projet de jus naturel dont elle va nous parler, des contours. Hadiza, bonsoir. Merci d'être venu dans Business Challenge. Deuxième invité, c'est le voisin de Hadiza qui est assis à côté de Hadiza, c'est Maman Jibo Nouruddin.
Maman Jibo Noureddine qui a présenté un projet de production d'aliments de bétail pour l'embouche et la production laitière. Quelle belle appellation. Noureddine, bonsoir. Bonsoir. Troisième invité, c'est Abdoulaye Goumey. Abdoulaye Goumey qui présente aussi un projet qui parle de la production et de la vente des semences agricoles. Je pense des semences améliorées, c'est cela? Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir. Okay. Quatrième invité, Madame Ayouba Grace. Grace, bonsoir. Grace présente un projet à connotation très locale d'Ibganda. D'Ibganda. Donc, Grace va nous parler aussi de qu'est-ce qu'elle va faire de nouveau dans d'Ibganda, parce que d'Ibganda est quand même assez connu au Niger. Et donc, voilà pour les présentations. Je disais que ces projets ont été lancés dans le cadre d'un concours pour stimuler l'entrepreneuriat dans le domaine du développement durable. Alors, développement durable, on a vu des projets qui, pour l'essentiel, portent autour de questions liées à la sécurité alimentaire, parce que ce soit les jus naturels ou le Dibganda ou bien les aliments pour le bétail, c'est en tout cas les questions liées à la nutrition et à l'alimentation. Alors, ce que je vais faire, c'est de faire en sorte que nos porteurs de projets, nos lauréats, puissent nous expliquer leur parcours, comment ils en sont arrivés à ces idées et quelles sont les perspectives dans lesquelles chacun des lauréats s'inscrit. Par la suite, je vais recevoir sur le plateau leurs encadrants pour qu'ils puissent aussi nous parler de l'appréciation qu'ils font du projet des lauréats, mais aussi du parcours entrepreneurial ou bien de ce début de parcours entrepreneurial, parce qu'ils sont à leur début de ces lauréats, pour qu'ils nous expliquent comment est-ce que ces lauréats vont être accompagnés. Ouvrons le débat tout de suite. Hadiza, jus naturel. Alors, jus naturel, il s'agit de quoi exactement? Notre projet va élaborer sont faits à base de deux ingrédients bien connus des Nigériens. Le pain de singe communément appelé Go Andara ou Kuka Amasa et le petit d'état communément appelé Andara en junior, l'appellation Amasa en fait. Ok, en français, on appelle comment? Le petit d'état. Le petit d'état. D'accord. Ce sont deux jus naturels là qui sont très prisés au Sénégal et on s'est dit pourquoi ne pas faire la même chose ici parce que c'est pas bien connu. Mais le pain de singe est connu, mais il est destiné aux jeunes enfants, les petits enfants, et c'est mis en sachet, emballé en sachet en fait de 25 cents. Ça peut intéresser les adultes, mais vu le conditionnement, beaucoup refusent à aller acheter. Parce que quand on va faire une autre version qui va rapprocher beaucoup le client, en fait, s'intéresser à tout le monde, donc des versions de 1 litre ou bien des versions de 300 ml, tous dans des emballages écologiques en fait. Donc, on ne va pas utiliser ce qui n'est pas bien. Alors pourquoi ce pain de singe, ce jus naturel, est-il prisé? Parce que tu viens de dire qu'il est prisé au Sénégal. Pourquoi est-il prisé exactement? Il y a le goût, il y a aussi ces choses exotiques, c'est nouveau en fait, si vous voulez, ça change de ce qu'on connaît classiquement, du jus d'orange, c'est local, et c'est très nutritif, et ça a des vertus en fait sanitaires comme on va dire. Le pain de singe est un régulateur naturel du transit intestinal en fait. Le petit d'état aide à lutter contre beaucoup de maladies dysentériques en fait, la diarrhée et autres. C'est des fortifiants, c'est des produits en fait qui sont très riches en vitamines et on considère que la population qui va beaucoup plus consommer ça, ce sont des petits enfants. Et la matière première est disponible sur place. Ok, on va faire le tour de table. Noureddine, aliments de bétail, aliments pour bétail, pour l'embouche et la production laitière. Explique-nous exactement. Qu'est-ce que tu comptes faire? Parce que tu parles d'embouche et de production laitière, ça fait deux choses différentes. Donc, en ce qui concerne notre projet, c'est de construire un aliment bétail qui sera mis à la disposition des acteurs, c'est-à-dire les éleveurs, qu'ils soient sédentaires ou transhumants. Donc, de mettre un aliment complet qui va essayer de rendre accessible donc, la disponibilité en nutriments du point de vue production protéine. Donc, vous savez qu'au Niger, l'élevage occupe la deuxième activité, donc en majorité. Et puis, nous avons constaté qu'il y a une indisponibilité, par exemple, du point de vue alimentaire, par exemple, à la saison sèche. Donc, puisque les pâturages sont conditionnés par la pluviométrie. Donc, après la saison sèche,
on arrive à avoir un de plus. Donc c'est pour mettre cet aliment disponible et accessible à tous les acteurs qui nous avons. Alors aujourd'hui, est-ce que tu connais déjà des gens qui produisent des aliments bétail? Comment il est le marché des aliments bétail au Niger? Donc pour le moment, le marché des aliments bétail, donc ce sont des trucs informels, puisque quand vous partez en ville par exemple sur des routes, vous croisez ceux qui conduisent leur charrette avec des fourrages, que ce soit des pans de neve, ou bien ceux qui conduisent aussi leur chameau avec des fourrages qui sont de faible valeur nutritive. Donc c'est et puis ça là, ils sont disponibles à majorité juste après les récoltes. Quelque temps après, c'est vrai que le fourrage, et puis le fourrage dépend de l'aléa pluviométrique aussi. Ok. Donc on va revenir aussi. Maintenant je passe à Grace. Grace qui est là pour représenter un projet qui parle de Dibganda. Bon, Grace, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas révolutionner ou réformer le Dibganda nigérien qu'on connaît déjà? Ok, le projet Dibganda veut en fait valoriser le moringa. Le moringa, ok. Ok. Pour ceux qui ne comprennent pas en français, le moringa, c'est ce qu'on appelle el maca, c'est ça? Moringa, c'est une plante, on appelle ça arbre de vie, ou bien plante à multiples usages. C'est une plante qui a tous les aliments nutritifs. Une plante qui a tous les vitamines, qui a tous les nutriments qu'on cherche d'un aliment. Et c'est un aliment qui est consommé ici au Niger, mais en fait la population ne sait pas quels sont les avantages qui sont autour de cet aliment-là. Et la population utilise cela d'une manière, si je peux le dire, d'une manière grecque, si je peux le dire. Et donc, nous voulons plus valoriser moringa, produire des produits et des sous-produits à partir de... Quel type de sous-produits par exemple? La poudre de moringa. La poudre de moringa, ça aide beaucoup dans l'alimentation des jeunes enfants, dans l'alimentation des femmes enceintes, des femmes allaitantes. Ça aide aussi dans le rétablissement des enfants, des personnes vivant avec le VIH. La poudre de moringa, ok. Donc ça a des vertus thérapeutiques. C'est ça, ça a des vertus thérapeutiques. Oui. Aussi, à part la poudre de moringa, nous voulons faire du moringa pré-cuit que nous allons associer avec la pâte d'arachide pour mettre ça sur le marché. Aussi faire un nouveau produit comme le plan pinot. Donc associer la farine de moringa, la poudre de moringa avec la pâte d'arachide pour que ce soit un aliment complet une autre pour donner à des enfants malnutris. Nous avons l'exemple des ONG qui sont au Sénégal, au Togo, un exemple CWS, Church World Service. Eux, ils utilisent vraiment la poudre de moringa pour aider les enfants malnutris. Alors, revenons à Abdoulaye. Venons-en maintenant à Abdoulaye. Abdoulaye, ton projet parle de la production et de la vente des semences améliorées, c'est ça? Alors, quel type de semences? Explique-nous ce projet-là exactement. D'accord, merci Cédou. Et avant donc de rentrer dans le détail de notre projet, je tiens à remercier Oxfam et Cluster Rosy Afrique de pouvoir créer un cadre d'échange entre eux et nous les jeunes sur ce qui est l'ambition du projet. Donc notre projet c'est la production et la vente des semences améliorées. On s'est dit que suite à un constat qui a été fait sur les conditions climatiques de notre pays, telles que la précarité des pluies et leur mauvaise répartition dans l'état et dans l'espace, on s'est dit que pourquoi vraiment ne pas quand même avoir l'idée d'avoir des semences très vite, très précoces et pour permettre aux paysans quand même d'y pallier à un certain nombre de problèmes qui est tels que la sécurité alimentaire. Et on s'est dit, bon, pour ce qui est de ces semences, les semences les plus favorables pour nous, c'est les semences de type les semences de légumineuses, telles que l'arachide, le niébé,
parce qu'on s'est dit que pour ceux qui ont des cas de mil et de sorgho, il y a un grand risque de pollinisation qui est là. Pollinisation, contamination, c'est-à-dire dans les parcelles dont nous mettons ces semences et les variétés, avec les champs des paysans qui sont de côté, on risque d'avoir une contamination entre nos variétés et celles qu'ils utilisent. Donc pour les cas des légumineuses, là vraiment il n'y a pas, le risque est très minime. Donc c'est le millet et l'arachide. Voilà. Donc vous allez faire des semences améliorées. Des semences améliorées, oui. Et ça va avoir quel impact? L'impact, c'est quand même se lancer, c'est pour lutter contre l'insécurité alimentaire, parce que vraiment, comme vous savez, nous, le Niger est un pays dont on parle toujours de l'insécurité alimentaire, de la faim, tout ça là. Donc nous, vraiment, c'est dans cet objectif nous nous lançons pour sauver quand même. Alors, parlons très clairement pour finir rapidement avec toi, Abdoulaye. Tes semences améliorées de haricots et de niébé vont permettre de produire plus de haricots et de niébé que d'habitude, ou bien quelle est vraiment la différence qu'on va avoir par rapport aux semences qu'on a actuellement? Oui, la différence n'est pas une, c'est une multitude de différences. Parce que, étant donné que c'est des semences de bonne qualité, donc qui produisent en grande quantité et en des qualités très performantes. C'est-à-dire que donc une fois utilisé ces semences, le producteur ou le paysan lui-même va avoir la différence en comparant vraiment ce qu'il arrive à avoir à la fin de la récolte. Il va produire beaucoup plus. Donc de là, c'est une différence qui est là. Et par rapport à certaines attaques des ennemis de culture, c'est des variétés résistantes, donc qui résistent par rapport à ces attaques et à des déficits hydriques. Ce qui veut dire que donc... C'est-à-dire que même quand il ne pleut pas beaucoup, il y a une forte probabilité que ça puisse donner des résultats, c'est ça? Okay. Parce que leur cycle n'est pas un cycle très long, c'est un cycle très court. Donc malgré qu'il y a une rareté de pluie, ces variétés vont en concordance avec le peu de pluie que nous recevons ici. Ok. Alors Abdoulaye, on va peut-être passer à autre chose et revenir. Alors maintenant que nous avons fait le tour des projets, parlons de vos parcours, parlons de vous-même et de ce qui vous a amené à penser lancer vos projets. Je précise quand même à nos téléspectateurs que les trois des lauréats sont toujours étudiants. Vous êtes des étudiants de la fac d'agronomie, n'est-ce pas? Et il y a Hadiza qui, elle est déjà professionnelle. Elle travaille déjà en entreprise. Alors, commençons par Hadiza. Hadiza, alors qu'est-ce qui aujourd'hui te motive à vouloir développer un projet qui est sur un marché, qui va aller sur un marché qui existe déjà, parce que ce n'est pas un nouveau marché que tu crées, qui va peut-être amener un peu plus de valeur ajoutée dans un marché qui existe, celui des jus locaux que nous avons. Quelle est vraiment la motivation pour aller sur ce marché-là pour toi? La motivation, c'est qu'après 3 ans d'édite et 1 an de formation majeure, je ne suis pas en avoir dans une entreprise de la place. Je me suis dit, c'est bon, tu as assez acquis de connaissances, d'expérience, parce que tu as vu quelles sont les problématiques auxquelles font face les entreprises, comment les gérer. Pourquoi toi, tu ne vas pas te mettre à ton propre compte? Et puis, très peu de jeunes, en fait, les jeunes sont en entreprise. Je participe aussi à des échanges avec les jeunes. La plupart qui étaient à côté de moi disent un CEO. Tous sont des patrons, en fait, à leur propre compte. Et ça marche. Alors, des échanges avec des jeunes d'où? Des échanges avec des jeunes d'un peu partout de l'Afrique, de la Mauritanie à l'Afrique du Sud, en passant par le Cameroun. Donc, tu as eu la chance de participer à des réseaux de jeunes, c'est ça? Okay. Et ça t'a apporté un plus en te poussant toi-même à t'interroger sur ta possibilité d'être entrepreneur? Surtout que quand je me suis rendu compte de leur âge, je me suis dit que je suis en retard. Beaucoup, à mon âge, ont créé leur entreprise il y a 4-5 ans en fait. Et sont patrons en fait depuis lors. Et là je me suis dit que non, c'est bon, il faut essayer de travailler pour quelqu'un. Il faut oser. Ils ont tous osé, ils ont eu certains accompagnements, mais ça marche aujourd'hui pour beaucoup. Okay. Et donc ça te pousse, ça te rassure à aller. Voilà. Okay. Maintenant, pourquoi les jus? Pourquoi les jus? Depuis toute petite, dans ma famille, on en faisait. Et nous sommes dans un groupe, toutes les deux en fait, nos mères en faisaient. L'une vendait vraiment à tous les enfants du quartier et au-delà même en fait.
Et moi, quand moi-même on faisait, j'en ai à l'école, quand j'étais au primaire, mes camarades de classe étaient toujours là à réclamer ça. Et elles s'est mise aussi à devant. Tu aurais dû penser de ce jour-là avant de devenir entrepreneur. Et depuis ce jour-là, certains qui me croisent, vous avez vos bons jus, mais pourquoi vous n'en commercialisez plus? Pourquoi vous ne faites pas à l'échelle de jeu? Ça peut marcher si vous écoutez dans le mariage. C'est un peu ça qui m'a amené à aller vers les jeux. Ok, on va revenir vers toi, mais je vais passer aussi, poser la même question à Grace. Alors Grace, je pense aussi, toi aussi, ton marché est un marché plus ou moins classique. Bon, en fait, ce n'est même pas un vrai marché parce que c'est une tradition dans beaucoup de familles nigériennes de faire du dibeganda. Alors toi, tu dis, je vais faire un projet économique autour du dibeganda. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ça? Et explique-nous concrètement comment tu penses que tu vas t'en sortir avec un projet comme ça. J'ai eu une idée quand j'avais fait mon stage à l'IFI. Donc j'avais un thème sur la culture in vitro du moringa. Donc c'est pouvoir régénérer la plante du moringa même in vitro, donc dans des conditions aseptiques au laboratoire. Et pour ça, il faudrait faire des recherches pour voir ce que les chercheurs ont fait, les premiers travaux qu'ils ont dû faire, pourquoi ils s'intéressent à la culture du moringa. C'est ce genre de choses-là que je me suis lancée dans ça pour pouvoir enrichir mon travail et pouvoir bien me focaliser dans ce que je devrais faire. Donc c'est à travers ces recherches-là que j'ai pu découvrir en réalité la plante même du moringa. Alors ça, c'était des recherches que tu menais en tant qu'étudiante, c'est ça? Dans le cadre de tes études en agronomie. Alors, finalement, qu'est-ce que tu as découvert? Tu as découvert les vertus du moringa et tu te dis, bon, je vais le populariser. Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai découvert les vertus du moringa et j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de pays du monde, pas en Afrique, en Europe, en Amérique, qui mettent trop l'accent sur le moringa. Ils commercialisent le moringa sur le plan international, les feuilles de moringa, les gousses de moringa, les graines de moringa pour faire l'huile de moringa et autres. Et j'ai vu encore qu'il y a des pays en Afrique, un exemple, je peux donner l'exemple du Kenya, au Soudan, Togo et Sénégal, qui utilisent moringa. Et ils disent que nos pays d'Afrique, ce sont des pays qui connaissent la plupart du temps la crise alimentaire. Il y a la sécheresse qui est là. On part ailleurs pour chercher. Alors ça, Grace, je l'ai bien compris. J'ai bien compris les avantages, tout ça, mais je suis en train de chercher à comprendre sur le plan économique et commercial, comment est-ce qu'un projet comme ça pourrait être viable. Ça, je pense que c'est une question que tu as dû te poser aussi. Alors, explique-nous quelle est la conclusion à laquelle tu es arrivé sur la viabilité économique de ton projet. Oui, la viabilité économique du projet. En fait, le projet va beaucoup plus mettre l'accent sur l'utilisation, la consommation du produit. Donc, c'est à partir de là, on va essayer d'attirer les gens à beaucoup plus utiliser moringa et on va leur montrer nos produits qui sont différents de produits qui sont mis sur le marché. Il y a l'hygiène qui est là. Les femmes qui préparent le moringa pour mettre sur le marché, quand elles récoltent les feuilles, elles ne lavent pas. On a fait des recherches, on a fait des enquêtes, on a vu, elles ne lavent pas. Directement, on prépare ça comme ça. Et en consommant, parmi vous, c'est sûr que vous avez fait l'expérience, il y a du sable, des brins, des cheveux, quoi qu'il y ait. On va moderniser ça et aussi on va essayer d'avoir un nouveau produit. Et si je peux le dire, qui peut concurrencer Plan Pinot, un produit. En matière de trucs, Plan Pinot, c'est ce qu'on donne pour les malnutris, c'est ça? Avec la poudre de moringa et mélangé avec la pâte d'arachide. Alors l'autre question que j'ai envie de te poser tout de suite, est-ce que cela n'existe pas déjà? Est-ce qu'il n'y a pas déjà d'offres existantes sur le marché par rapport au moringa, à sa poudre, par rapport aussi Bon, on peut dire que l'offre existe, mais ici au Niger, ce n'est pas développé.
Oui, le Niger n'a pas développé ce cadre-là. Donc, nous, notre projet Dividenda, c'est pour développer cela ici. Donc, c'est pour nous, et sur ce plan, c'est comme le marché est libre, je crois. Oui, c'est ça. Donc, nous voulons profiter de cette opportunité pour pouvoir développer le projet. Oui, donc ben, écoute, on a encore du temps, on va revenir à toi, toujours avec d'autres questions. Maintenant, je reviens à Noureddine. Noureddine, alors les aliments bétail et la production, pour l'embauche et la production laitière, tu nous as expliqué tout à l'heure comment tu vas faire, mais maintenant, parlons aussi de la viabilité économique de ton projet. Est-ce que le jury t'a posé la question, si aujourd'hui, tu lances ton entreprise, comment est-ce que tu penses que ton projet va pouvoir se développer par rapport à ce qui existe déjà ici au Niger ou bien même dans d'autres pays? Parce que des aliments bétail, je pense qu'il y a eu même des situations dans lesquelles le Niger a importé des aliments bétail. Donc, quelle est ta connaissance du marché dans lequel tu vas te lancer et comment tu penses t'en sortir? Donc ici, ma connaissance du marché s'explique par le fait que c'est une recommandation que j'ai déjà faite après les stages de moment de fin de cycle, puisque j'ai étudié sur les facteurs de risque de mortalité périnatale dans le troupeau sédentaire des petits ruminants. Donc quand j'étais au terrain, j'ai identifié les problèmes. Donc parmi les facteurs de risque les plus importants, c'était l'alimentation. Puisqu'on dit l'alimentation est la base et la clé du succès de tout élevage. Un animal bien nourri a moins de chances d'être malade. Ben, même un être humain bien nourri a moins de chances d'être malade. C'est ça. Et en ce qui concerne la question de la production laitière, donc les facteurs de risque de mortalité ici à ce niveau, il y a les jeunes animaux qui ont été après la mise bas. Donc, ils sont dans la capacité de tester les colostrum. Donc, si le colostrum se voit, c'est le premier lait. Et tant qu'il y a un aliment complet, un aliment de qualité, ça va pousser la production laitière. Donc, à ce stade-là, la productivité numérique, c'est-à-dire en termes de nombre, sera augmentée et les petits vont essayer de passer la période périnatale qui est une période très difficile. Et à ce stade-là, même nous, les humains, nous utilisons ces premiers laits, le colostrum. Donc, nous sommes en compétition avec les animaux. Donc, c'était ça. Donc, l'animal que nous allons mettre... Okay. Mais tout ça ne répond pas finalement à ma question de la viabilisation de ton projet. Donc, pour toi, le marché, il existe. Il y a une demande pour ça. Ok, maintenant, comment tu vas pouvoir satisfaire cette demande et rendre ton produit un produit qui va permettre aux gens vraiment de s'y intéresser? Donc déjà, pour ce qui est sur le marché, donc ce sont des produits qui ne sont pas complémentaires. Par exemple, quand vous prenez les fourrages qui sont là, ce sont des grossiers et ils ont une même valeur nutritive. Donc c'est l'animal que j'allais mettre, donc si mon projet arrive à être viabilisé, donc c'est un aliment complémentaire, c'est-à-dire qu'il est composé de grossiers et de concentrés. Donc ça va permettre une bonne production. Donc c'est un complément alimentaire. C'est un aliment complet, pardon. Donc, un aliment complet. C'est différent de complément alimentaire, ok. Donc lui, à lui seul, il peut couvrir les besoins énergétiques de la... Et il va se faire à base de quoi? Donc il va se faire à base de sous-produits de nos cultures. Donc, tels que les débris de récolte, les gousses d'acacia, ce qu'on appelle acacia alida ou bien les gao. Donc on va utiliser tel que le cos d'arachide pour les broyer. Utiliser aussi ce qu'on appelle les oligo-éléments, c'est-à-dire les sels. Donc on va les utiliser, les emballer, mettre dans un sac, les stocker et essayer de répondre à la demande. Alors, une autre question juste pour finir sur ça. Qui est-ce que tu penses pourrait être rapidement intéressé par ton produit? Je pense en termes de gros clients, qui pourraient être tes clients vraiment, les éleveurs qui sont au village, ainsi de suite, et je pense que ça va prendre du temps avant qu'ils ne viennent, mais qui tu vas cibler? Donc pour le moment, j'ai ciblé ce qu'on appelle les éleveurs sédentaires, donc qui résident dans les villes et qui ont leurs animaux. Donc vous savez que chaque jour d'IFE, il y a baptême,
Il y a les festivités telles que la fête de Tabaski au moment où la demande donc, en protéines alimentaires est élevée. Aussi, il y a les bouchers auxquels donc, chaque jour. Donc tu vas d'abord satisfaire la demande urbaine en aliments de bétail. Ok. Alors, Abdoulaye, revenons, toi ton marché, je le connais un tout petit peu parce que je sais qu'aujourd'hui au Niger, il y a une forte tendance en matière de production de semences améliorées, bon, surtout pour le mil et le sorgho, d'entreprises qui sont implantées et qui essaient de produire vraiment de manière très professionnelle. Mais sur ton créneau, comment tu comptes faire la différence? Comment tu comptes viabiliser ton projet? Oui, c'est très bien de poser cette question. La différence que nous comptons amener ou bien apporter ici, c'est que nous avons constaté, malgré qu'il y a des entreprises qui produisent ce genre de variétés, et leur nombre n'est pas suffisant pour satisfaire les besoins des paysans. Et parce que c'était une occasion pour moi, j'avais fait un stage dans une commune du département de Logondouti, la commune de Logonkrea. Le stage s'était porté sur une thématique, le striga et motica du mil, suivi d'une enquête. Et lorsque je posais les questions aux paysans en ce qui concerne les ennemis des cultures, quand ils me citent, il y a le striga, il y a les criquets, il y a des pucerons, et donc je leur posais des questions. Et donc maintenant, quand on vous amène des variétés différentes de celles que vous utilisez, est-ce que vous allez les accepter? Ils me posent des questions, c'est déjà des variétés, est-ce qu'elles vont répondre vraiment à nos conditions climatiques ici locales? Oui, bien sûr, vous allez voir que c'est des variétés qui vont répondre certainement à ce que vous invitez. C'est bon, amenez, on va essayer de voir. Donc c'était ça, et j'avais eu vraiment ce courage de encore faire grandir cette idée de production et vente de semences. Donc tu estimes que malgré en fait l'offre qu'il y a encore de la place pour tout le monde, il y a de la place pour toi. Ok, revenons maintenant à un autre aspect de ce qui vous concerne. Une entreprise, c'est clair, c'est un bon projet. Vous êtes au stade de projet pour l'instant, mais une entreprise aussi, c'est un entrepreneur, c'est la personne qui porte le projet. C'est ça aussi l'entreprise. Alors, quand je vis vos profils, tous les trois, vous êtes encore étudiants, vous avez fait agronomie, alors ça veut dire que vous maîtrisez sur le plan produit ce dont vous parlez. Seulement, j'aimerais savoir, en matière de gestion, quel pourrait être votre niveau. Adiza, elle est déjà gestionnaire. Je sais qu'elle est gestionnaire. Elle n'est pas agronome, mais bon, faire des jus ne demande pas une grande expertise non plus, je pense. Bon, ça demande une expertise pour les nutritionnistes. Elle en saura recruter. Mais parlons de ce cluster-là, parce que ce cluster devrait non seulement sélectionner le bon projet, mais le bon entrepreneur en vous aussi. Qu'est-ce que vous avez véritablement appris pendant ce cluster-là? Et je vais faire le tour de table. Adiza, le cluster, qu'est-ce que ça t'a apporté de nouveau? Déjà qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui ont des idées, mais qui ne savent pas où se tourner et qui attendent beaucoup des autres. Ça m'a beaucoup tiqué en fait. Parce que j'ai beaucoup appris. Parallèlement, j'ai eu aussi beaucoup de statistiques par rapport au taux des jeunes qui entreprennent, au taux des jeunes aussi qui sont là, donc sont des futurs soit chômeurs ou employés ou bien en fait entrepreneurs. Alors ça c'est des statistiques du Niger ou de la Du Niger, parce que 50% de la population est jeune. On ne peut pas tous finir à on peut pas tous finir à la fonction publique, on ne peut pas tous finir dans les sociétés privées, il va forcément falloir innover et créer. Et c'est un peu comme ça que je dis. Et par rapport à ton projet toi-même, parce que je sais que normalement dans un concours comme ça, tous les projets, même s'ils sont sélectionnés, sont critiqués. Il y a des nouvelles idées que les gens te proposent. Il y a des choses qu'on remarque comme défaillance dans ta façon de concevoir ton projet. Finalement, sur ce plan-là, qu'est-ce que tu as eu de nouveau? De nouveau, c'est l'utilisation de l'assurance. Je pense que beaucoup d'entre nous entreprennent sans penser qu'il faut s'assurer. L'assurance, ce n'est pas une peine, c'est une couverture. Et on t'a suggéré de faire une assurance. Voilà. Dans quel domaine? Dans le domaine en fait de la production, parce que ce que je vais utiliser, la matière première,
j'ai assuré qu'elle sera naturelle. Et pour s'assurer qu'elle est naturelle, il faut qu'elle réponde à certains critères en fait, testés en laboratoire. S'il s'avère qu'il y a eu production et que j'ai utilisé cette matière, cette production est interdite, par contre l'assurance peut me la rembourser. Et il y a des assurances adaptées comme ça sur le marché? Je ne sais pas encore, mais je pense que beaucoup seraient intéressés. C'est déjà un marché en fait à utiliser. Par rapport toujours à ton projet, parce que produire du jus naturel sur la base de produits locaux, ça se fait déjà. Maintenant, tu me dis que toi, tu vas l'industrialiser, tu vas essayer de revoir le conditionnement et peut-être même le mode de distribution, mais quelles sont les quantités que tu penses pouvoir produire? Parce que, bon, entre produire 10 litres de jus et produire à quantité industrielle, toute la différence peut être située à ces niveaux. Quelle serait ta capacité de production? On peut commencer par une production journalière de 200 litres dans la première, vraiment le premier mois, pour voir 200 litres par jour en fait. Donc ce qui va correspondre à un peu 14 000 litres la semaine en fait. Et même un peu plus, puisque si les gens aiment ça, les week-ends, la consommation sera plus dopée que les cérémonies. Okay. Donc, environ 14 000 litres par semaine, et avec vous allez arriver à un seuil optimal à combien? Quel pourrait être le seuil optimal de production? Est-ce qu'à 14 000 vous êtes déjà au seuil de rentabilité? Est-ce que vous pouvez déjà être rentable? L'étude n'est pas allée très loin, mais je pense qu'on est très rentable à 14 000. Parce que tu le sais, plus on produit plus, à l'économie d'échelle, les coûts des intrants en fait font baisser le prix du produit en fait. Donc produire plus, oui, mais à 14 000, on estime qu'on est rentable. Okay. Alors Noureddine, alors toi aussi par rapport à ce cluster-là, ton projet, il a été critiqué. Maintenant, d'abord, qu'est-ce que tu as appris dans le cluster et quel est le nouveau regard que tu portes sur ton projet au sortir du cluster? Donc, pour moi, le cluster, ça a été un cadre de formation, puisque lors des qu'on a été avec eux, donc il y a eu des conférences, donc des sensibilisations sur d'autres projets. Donc quand même on a eu à avoir d'autres outils et d'autres bagages, donc qui nous permet aussi, qui nous pourra porter avec nos camarades aussi et de les instruire et ce qui a été tenu là-bas. Donc c'est seulement, ça a été un cadre scientifique pour moi. Est-ce qu'au-delà de l'étudiant en agronomie que tu es, est-ce que ce cluster t'a permis de te poser des questions sur tes capacités à gérer une entreprise? Oui, ça m'a permis. Puisque à ce qui concerne la gestion d'entreprise, nous avons un département d'économie rurale, donc nous avons des matières sur la création d'entreprises, gestion d'exploitation. Tout ça, nous avons. Donc vous êtes déjà initié à l'université sur ces questions-là? Et nous avons un département sur la question d'économie rurale. Donc, bon, économie rurale et économie, bon, gestion d'entreprise, c'est un peu différent. Maintenant, est-ce que toi, parce que tu sais, souvent la question qui se pose, c'est que quand on est entrepreneur, on doit décider de beaucoup de choses. Tu dois décider de la production, tu dois décider de la commercialisation, tu dois t'assurer que ceux qui sont avec toi vont être payés. Est-ce que tout ça, je te pose ces questions parce que demain, si tu vas créer ton entreprise, tu vas être forcément confronté à ça. Est-ce que tu as appris à te poser des questions par rapport à ces aspects-là et à voir comment y répondre? Donc sur cette question, là, notre entreprise c'est une entreprise agricole et donc nous avons des éléments d'expertise donc en ce qui concerne la question de la gestion d'exploitation agricole. Donc comme fonction d'un entrepreneur, donc il doit jouer son rôle administratif. Ouais. Tu sens que tu as les outils pour ça? Oui. Ok. Alors, je pose la même question à Grace. Grace, alors toi, quel est le regard nouveau que tu poses sur ton projet après le cluster et aussi sur tes propres capacités à le mettre en œuvre en tant que, maintenant pas étudiante en agronomie, mais un jour en tant que manager d'entreprise? Le cluster, ça m'a vraiment aidé parce que j'avais cette idée, cette flamme en moi d'avoir un projet
je n'ai pas vraiment envie d'aller à la fonction publique sur le travail, mais avoir quelque chose, une initiative moi-même que je veux diriger. Mais comment le faire? Comment commencer ça? Comment entreprendre cela? Et Closer vraiment m'a donné toutes les réponses à mes questions. Closer m'a aidé à savoir comment tu ton idée, alors comment planifier, comment aller chercher comment commencer le travail, tout cela. Donc vraiment, j'ai beaucoup appris de cette formation, je suis vraiment fière. On a vu des cas de figure, des étudiants qui ont commencé à petits pas et qui sont arrivés, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, Abdoulaye, la même question, tu peux nous répondre rapidement à cette question-là? Oui, vraiment, à travers le cluster Osez Afrique, c'est vrai qu'à la fac, nous recevons la formation qui nous indique vraiment il y a une possibilité de créer sa propre entreprise et gérer. Mais maintenant, à travers le cluster Africa, c'est encore une grande occasion pour nous parce que les idées que nous avons reçues d'eux, c'est comme une sorte de pratique. Donc c'est une réalité, ils nous ont fait découvrir ça. C'est vrai, quand vous osez, vous allez recevoir et vous allez encore persévérer et vous allez atteindre les objectifs dont vous mettez devant. Ok. Et en matière de gestion, qu'est-ce que tu as appris de plus? Est-ce que tu t'es posé des questions sur tes capacités à pouvoir gérer un jour le projet que tu es en train de développer? Oui, en termes de capacité pour gérer un projet, comme je disais tantôt, à travers la formation que nous recevons de la fac, il y a beaucoup de matières qui portent sur les projets. Gestion des projets, tels que suivi, évaluation, création d'entreprise, tout ça là. Ça parle de comment gérer un projet, être un leadership, un management, tout ça là. Donc c'est toutes ces connaissances que nous essayons de réunir pour être quand même aptes à gérer ces projets. Je suis rassuré. Je pense que vous êtes suffisamment doué à la fois en tant que technicien ou bien en tant que technocrate, des gens de l'agronomie, mais aussi peut-être vous allez être des bons gestionnaires. Mais finissons notre plateau puisque je vais recevoir vos encadrants dans cette émission pour qu'ils donnent aussi leur appréciation de comment s'est passé ces 2 jours d'accompagnement des porteurs de projets. Maintenant, en termes de perspectives, j'aimerais quand même vous poser à tous la même question. Quelles sont les perspectives dans lesquelles vous allez vous inscrire? Vous pensez que vos projets vont aboutir dans combien de temps? Et une chose que Hadiza disait aussi tout à l'heure qui m'a beaucoup plu, et je pense que nos téléspectateurs aussi ont capté ça. Elle dit qu'elle était dans des pays où elle a vu des jeunes à son âge qui sont déjà des patrons d'entreprise depuis plusieurs années. Bon, je pense que sur le plateau, vous n'avez pas 30 ans, tous les lauréats. Bon. Mais aujourd'hui, vous êtes tous très jeunes. Bon. Très jeune, c'est relatif. Dans certains pays, c'est comme elle dit, à 25 ans déjà, vous allez trouver un PDG d'une entreprise vraiment qui se respecte. Donc vous, quelle est la perspective que vous voyez se dessiner pour vos projets? Hadiza, on commence par toi. Ton projet, tu le vois comment dans l'année qui vient? Nous sommes au début 2015. Mais bon, d'ici fin 2015, 2016, comment sera ton projet? Je pense que le premier trimestre, déjà, je pourrais monter un peu. Parce que j'ai commencé à rechercher les matériels pour la production et tout. J'ai commencé à me renseigner sur les emballages écologiques. J'ai reçu pas mal d'informations. Et si le financement y est, on sera, Inch'Allah, c'est acquérir tout ce matériel et chercher maintenant des personnes spécialisées. C'est-à-dire que je ne suis pas une société, tout à fait. J'ai des gens qui sont qualifiés dans le domaine agroalimentaire, des gens qui savent faire les emballages et des gens en fait qui seront là. Je ne vais pas tout faire toute seule et ça ne serait plus de l'entrepreneuriat en fait, social surtout, parce que c'est aussi. D'ailleurs, on n'a jamais créé une entreprise toute seule. Une entreprise toute seule, même quand c'est individuel, ce n'est pas une entreprise qu'on gère tout seul, en étant seul. Donc, tu as besoin d'avoir d'autres compétences avec toi, c'est ça. Ok. Alors, Nourdine, perspective pour ton projet, ce serait quoi? Ça va s'implanter, ça va se développer comment? Comment tu vois ça? Donc, déjà, pour notre projet, à ce qui concerne le développement, donc, nous espérons commencer dès le deuxième semestre donc, de l'année 2015.
Donc, Hadiz a dit premier semestre, toi tu dis deuxième semestre. Il ne faut pas que l'autre me dise troisième semestre et quatrième semestre, sinon j'allais dire que vous êtes en train de copier les uns sur les autres. Ok. Déjà, c'est un projet qui a plusieurs gestionnaires. C'est-à-dire quoi? Donc c'est un groupe, nous sommes au nombre de 6. Dans le groupe, nous avons 5 agronome et un chimiste. Et dans ce projet aussi, nous comptons créer des emplois donc, à ceux qui n'ont pas d'emploi. Alors, même question, Abdoulaye. Oui, donc pour ce qui est de notre projet, pour sa mise en place, ça demande quand même un grand fonds. Parce que j'avais visité une entreprise de ce genre à Douti et j'ai vu leur équipement, tels que les machines, les tracteurs qu'ils utilisent. Vraiment, Mais tu n'es pas obligé d'avoir le même niveau d'équipement tout de suite, hein? Chacun peut commencer avec ses moyens de bord. Voilà, c'est ça. Donc, et je me suis dit que vraiment, ce projet demande un fonds vraiment très élevé. Bon, je dis qu'il suffit d'oser quand même, ça va aller, malgré que cela coûte beaucoup plus cher, mais c'est de prévoir ou bien se devoir et ce qui est comme rentabilité. C'est ça. Et suite à ça, je suis venu à la fac avec certains de mes collègues, tels que les camarades dont nous sommes dans une même équipe de ce projet. Je leur ai expliqué, voici vraiment ce que je visitais, je vis, voici comment les choses se fonctionnent, mais quand même ça demande un grand fonds. Mais quand même, on va essayer de voir comment y parvenir à ces objectifs. Bon, on a eu des discussions comme ça, on a échangé. On s'est dit qu'on a fait des statistiques, des calculs sur ce qui est des machines, des tracteurs et autres, les machines pour la séparation des bonnes graines et des mauvaises, tout ça là. Et donc le coût était élevé jusqu'à environ 9 millions comme ça. Bon, on s'est posé la question, mais où est-ce qu'on va avoir vraiment tout cet argent? Ok, donc vous continuez à réfléchir pour savoir comment mobiliser les fonds. Il ne faut pas vous arrêter, continuez, ça viendra. Ok, Grâce. Comment tu comptes mettre en œuvre concrètement ton projet et sous quelle échéance? Bon, nous comptons mettre ça en place surtout avec l'aide de CITME. Ils vont nous aider dans la programmation, comment aller petit. En tout cas, nous voulons commencer petit à petit. Nous ne voulons pas aller à grands pas. Donc tu n'as pas encore fini ta planification ou bien tu es en train de... C'est déjà fait. Bon, on n'a pas encore fini la planification. Oui. On a fait à notre échelle, comme on est de 8 personnes, on a fait à notre échelle. Donc, mais nous voulons soumettre cela aussi, mais comme ils sont là, donc ils vont essayer de voir, de nous aider, de donner encore plus de conseils, comment aller, avant de nous lancer sur le marché. Oui. En tout cas, bon, écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un bon échange autour de vos projets, de ce que vous comptez faire. Bon vent. Et je pense que l'entrepreneuriat, on est tous dans le même défi. C'est un défi tellement passionnant, tellement important, mais surtout, il faut être constant et il ne faut jamais abandonner. Ça va venir avec le temps. Chers téléspectateurs, pour ce panel avec les jeunes lauréats, c'est fini. Je vais tout de suite recevoir pour un deuxième panel les encadrants de ces jeunes, ceux qui les ont suivis et qui les accompagnent. Je pense qu'ils vont continuer à les accompagner pour un bon bout de temps dans le développement de leur projet. À tout de suite. Depuis 2005, Safi SA, groupe Tanyo, est au cœur du développement du secteur privé nigérien. Safi SA accompagne les investisseurs porteurs de projets et garantit leurs prêts d'investissement au niveau des banques. À ce jour, 400 dossiers d'entreprises accompagnés par Safi SA ont été financés par les banques pour un montant total de 37 milliards de francs CFA avec 16 milliards de garanties accordées. Safi SA est aujourd'hui un des plus importants leviers du financement des entreprises au Niger. Pour plus d'informations, retrouvez Safi SA à Niamey sur le boulevard Malibéro, téléphone 20 115 45 58 20 115 45 59. Safi SA, le partenaire de l'entreprise. Chers téléspectateurs, ravi de vous retrouver une fois encore pour ce deuxième plateau de Business Challenge. Cette fois-ci, je suis en compagnie de
des encadrants, des encadreurs du moins de ces jeunes, les personnes qui les ont encadrés durant le cluster, qui les ont accompagnés et qui les accompagnent encore dans la restructuration ou bien dans la structuration de leur projet, dans la mise en forme de leur projet, mais aussi progressivement pour amener ces jeunes à pouvoir concrétiser leur projet. Alors, je suis avec deux cadres du CIPMEN, le centre incubateur de petites et moyennes entreprises. Les autres partenaires se sont fait représenter en fait par ces deux représentants. Je suis avec Hussein Mamadou, Hussein qui est le community manager de CIPMEN, et Salissou Mato qui est le business developer manager de CIPMEN. Hussein, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans Business Challenge. Salut. Salissou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans Business Challenge. Et donc, Business Challenge, je pense le CIPMEN en connaît parce que nous avons un partenariat en matière de communication et d'accompagnement des projets qui passent par Business Challenge, qui passent par le CIPMEN du moins. Alors, tout à l'heure, j'étais avec les jeunes. On a échangé sur leurs projets, sur les perspectives de ces projets, mais aussi sur la manière dont ces jeunes ont vécu le cluster. Alors, je vous reçois, vous, pour que vraiment vous me donniez votre appréciation de comment est-ce que ces jeunes-là ont pu s'exprimer, présenter leurs projets, qu'est-ce qui a été les points forts et les points faibles que vous avez observés dans le comportement de ces jeunes, et quelle est la perspective en matière d'accompagnement qui se dessine au niveau des autres partenaires, CIPMEN, Oxfam, Cluster, Oser l'Afrique, pour que ces projets-là puissent être accompagnés et pour que aussi d'autres jeunes puissent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Je commence par Salissou. Salissou, dis-moi à ton niveau, comment est-ce que ça s'est passé l'encadrement de ces jeunes-là? Merci Seydou de me donner cette opportunité. Je remercie Business Challenge surtout parce que au moment où on faisait l'identification de ces jeunes-là, il y a des chefs d'établissement qui disaient que ça va être un événement de trop. Parce que les gens ont l'habitude de passer les voir pour ce genre d'événement et par la suite, il n'y a rien. On abandonne les gens au bout de chemin. Okay. Maintenant, déjà le fait de recevoir ces jeunes-là, de les entendre sur leur projet, je pense que c'est déjà une avancée. Et ce n'est qu'un pas. D'autres sont à venir. Bon, par rapport à l'accompagnement en tant que tel, je dirais que en fait, j'ai beaucoup aimé l'enthousiasme de ces jeunes-là parce qu'on les a formés en 2 heures de temps pour élaborer des business models. Ce n'est pas évident. Et en tout cas, ils ont su le faire. Dans l'ensemble, en tout cas, tous les business, dans l'ensemble, les business models étaient bons. Simplement, on a choisi les plus bons. Les plus bons parmi les bons. Parmi les bons. Mais c'est toujours comme ça que ça se passe. Okay. Oui. Donc, et après, effectivement, ils sont venus participer à l'événement. Et même, je crois que tous les organisateurs étaient surpris de se rendre compte que tous les gens qu'on avait appelés étaient là. Tous les jeunes? Tous les jeunes qu'on a sélectionnés. Alors finalement, ces jeunes, parce que ce que j'ai vu, il y a quand même, parmi les lauréats, il y a 3 de la faculté d'agronomie et une qui travaille dans une entreprise, qui est finance manager dans une entreprise. Bon. Est-ce que c'est seulement les jeunes de l'agronomie, les jeunes étudiants de la fac d'agronomie qui étaient là, ou bien il y a d'autres facultés, d'autres écoles qui étaient là ces jours-là? Ok, ce jour-là, il y avait des étudiants de la fac d'agro, de la FCH, de l'IRIMAG, de SKE. Il y avait 3 établissements, mais avec 4 représentants qui étaient là. Parce que l'université a 2 représentants, FCH et fac d'agro, et IRIMAG et SKE. Et donc, finalement, parce que les projets sélectionnés sont des projets, pour l'essentiel, en tout cas les 3 sur 4, viennent de la faculté d'agronomie. Qu'est-ce qui a dicté ces choix? Est-ce que c'est parce que c'était eux qui ont présenté les meilleurs projets, ou bien c'était parce que la thématique du concours était, bon, les jeunes et l'entrepreneuriat dans le développement durable? Bon, en fait, le thème couvrait 3 secteurs. Il y avait l'agrobusiness, il y avait l'environnement et les TIC. Mais si la fac d'agro est sortie victorieuse pratiquement de l'essentiel des prix,
c'est parce qu'effectivement ils ont proposé les meilleurs projets. Ils ont posé les meilleurs projets. Et donc là, les gestionnaires de IRIMAC, de SKE doivent revoir leur copie en termes de présentation de projet. Ok, je reviens vers toi, mais je vais passer d'abord à Hussein, parce que Hussein, je sais aussi qu'en tant que community manager au niveau du SIPMEN, est une cheville ouvrière lorsqu'il y a des choses à organiser, notamment par rapport aux jeunes. Il est quand même très jeune, Hussein. Hussein, alors dis-nous, qu'est-ce que tu as fait avec ces jeunes-là et quel est aujourd'hui, après l'événement, le sentiment que tu as par rapport à ce cluster-là? Ok, merci beaucoup Business Challenge de nous donner encore l'opportunité de parler de l'entrepreneuriat, afin d'inciter encore plus de jeunes pour l'entrepreneuriat durable. Donc, ce que j'ai fait le plus avec ces jeunes, c'est ce que nous faisons d'habitude au SIPMEN. D'abord, nous les avons formés sur le business model en 2 heures de temps, en 2 heures de temps chrono. C'était vraiment synthétique. On les a seulement montré les grands points, mais j'ai surtout aimé lors du cluster, ces jeunes étaient vraiment motivés. Donc du coup, cela m'a, à mon niveau aussi, encore plus motivé. Alors, ils étaient motivés par quoi? Est-ce qu'ils étaient motivés par l'organisation d'un événement, parce que bon, les jeunes se retrouvent pour discuter, ou bien ils étaient motivés à l'idée qu'ils vont venir présenter des projets et peut-être être des futurs entrepreneurs? Qu'est-ce qui, dans leur comportement, vous donne des indices par rapport à leur motivation réelle? Oui, je dirais qu'ils étaient plutôt motivés à vouloir créer quelque chose, créer une entreprise, devenir aussi des entrepreneurs. Parce que lors de la formation, pendant la formation, je voyais des jeunes qui disaient « Bon, moi, j'ai pas encore une idée, je sais vraiment pas quoi faire dans le futur. » Mais après, je pense qu'après la formation sur le business model, ils ont compris qu'on peut vraiment prendre une idée, quelle que soit cette idée, même si c'est une idée banale, et en faire quelque chose d'innovant, et pourquoi pas créer une entreprise avec. Donc je pense que c'est plutôt ça qui les a le plus motivés à participer au cluster, de voir vraiment si leur idée qu'ils avaient prise au départ, si cette idée pouvait vraiment compétir et pourquoi pas remporter un prix. Ah ben c'est bien. En tout cas, merci beaucoup Salissou, merci Hussein d'être venu dans Business Challenge. Notre thématique avec les jeunes autour de l'entrepreneuriat et le développement durable vient de terminer. Chers téléspectateurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur des questions économiques. Bonsoir. Vie d'incubateur en partenariat avec le Centre incubateur des petites et moyennes entreprises SIPMEN. Et aujourd'hui, nous lançons notre deuxième appel à projet pour la pré-incubation. Alors, qu'est-ce que la pré-incubation? La pré-incubation, c'est pour toute personne qui a une idée de projet et qui désire l'aboutir, la réaliser. Donc, elle passe par la case pré-incubation. Pour cela, un appel à candidature a été lancé sur notre site internet www.sipmen.org et également sur notre page Facebook qui est l'incubateur SIPMEN. Donc pour pouvoir, le processus à suivre pour pouvoir déposer sa candidature est la suivante. Vous devez tout d'abord remplir le formulaire appel à mon projet, et ensuite nous aurons des journées d'information qui seront organisées au centre incubateur SIPMEN. Et ensuite, un comité de sélection sera réuni pour pouvoir justement délibérer sur les projets. Et ce comité va essentiellement se baser sur certains critères bien spécifiques, comme l'idée de la viabilité du projet, la réalisation, sur la motivation du personnel, si votre projet est viable ou pas, si votre projet est pertinent ou pas, l'utilisation des TIC dans votre projet et aussi la valeur ajoutée que vous apportez à votre projet. Les personnes retenues feront leur entrée au sein de l'incubateur. Sachez que la pré-incubation a une durée de 6 mois. Et au cours de ces 6 mois, vous allez élaborer un programme avec le chargé. Un programme sur lequel vous allez valider tout d'abord l'idée de projet. Si cette idée de projet est validée, vous allez élaborer et valider le prototype. Après le prototype et la validation de ce dernier, vous allez élaborer votre business plan. Et ensuite viendra la phase d'appel à financement. Je laisse la parole maintenant à M. Daouda qui va vous parler de son expérience dans la pré-incubation au sein de notre incubateur. Je vous remercie.
Je me nomme Daouda Amadou, donc pré-incubé à CIPMEN, qui est le centre d'incubateur des petites et moyennes entreprises du Niger. Un centre innovateur qui vient vraiment répondre à beaucoup de problématiques dans le domaine de l'entrepreneuriat au Niger. Mon expérience avec le CIPMEN est très enrichissante parce que c'est un espace, un cadre où on apprend franchement les b.a.-ba de l'entrepreneuriat. On est coaché, on est suivi et c'est un programme enrichissant. J'invite vraiment tous mes amis, mes frères, mes sœurs qui veulent entreprendre de venir au CIPMEN. C'est ouvert. Il y a une équipe formidable pour vous suivre de A à Z, depuis l'idée du projet jusqu'à l'analyse, à l'étude de faisabilité du projet. En tout cas, c'est fascinant. Mon expérience aussi est très positive parce que je suis coaché, comme je l'ai dit, je suis coaché, je suis suivi, je suis encadré et on évite effectivement beaucoup d'erreurs. Vie d'incubateur en partenariat avec le centre incubateur des petites et moyennes entreprises CIPMEN. Business Challenge, le magazine